Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième édition des questions-réponses. Questions-réponses, comme vous le savez, c'est le magazine qui vous propose désormais sur Télé 7, la chaîne républicaine, des infos, que dis-je, un espace de débat et d'échange sur les enjeux politiques, économiques et sociaux de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il sera essentiellement question de la décision de François Hollande de participer au 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Nous parlerons également de l'audition, de la coalition Rwanda-Congo au Conseil de sécurité. Eh bien, vous aurez dans cette émission les arguments, les questions que vous posez. En fait, nous allons tenter quelques réponses avec nos invités. Je suis Fabien Alvar Kouswanika. J'ai invité pour vous à ma gauche M. Pambou Kita Pambou. Il est donc scientifique. Je lui laisse donc le soin de pouvoir se présenter. Mais je rappelle, il a été président, que dis-je, chef des délégations des experts congolais, non, des observateurs congolais de la diaspora lors du scrutin présidentiel et législatif de novembre passé. Monsieur Pambou, bonjour. Bonjour. J'ai effectivement conduit cette délégation pour les élections. Mais avant cela, puisqu'évidemment au départ nous représentons la diaspora, je suis effectivement à l'Université libre de Bruxelles, où je suis chargé d'études statisticien depuis bientôt une trentaine d'années que le temps passe. Et là, je fais partie du bureau d'études de cette université. Naturellement, comme vous le savez, et comme nous avons dû le faire aussi en novembre 2011 pour les élections, une grande partie de notre temps se passe aussi sur la problématique congolaise, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc un invité de taille. J'ai à ma droite Madame Madi Tiembe, c'est une grande première. Eh bien, c'est la première fois que nous recevons une dame dans cette émission. Madame Tiembe également dans le monde scientifique, par ailleurs également dans le monde politique, car elle est conseillère communale dans une commune ici en Belgique. Elle est candidate également aux élections communales ici en Belgique. Elle est étiquetée MR, entendez par là le mouvement réformateur, le parti de Didier Reynders. Didier Reynders qui était récemment en République démocratique du Congo. Un peu d'écho par rapport aux retombées de cette visite? Oui, les échos sont totalement positifs parce que cette visite a permis au ministre Reynders de pouvoir toucher la réalité qui se passe notamment au Nord Kivu par rapport à la problématique des déplacés, par rapport aux victimes qu'on accueille notamment au Sud Kivu, par exemple à l'hôpital de Panzi. Le ministre a pu apprécier la situation et puis surtout, il a tenu langue avec tant la partie congolaise que la partie rwandaise pour écouter, se faire une idée et aussi, surtout, pouvoir apporter donc un éclaircissement par rapport à la situation, la crise que connaissent le Rwanda et la RDC en ce moment. Merci Madame Tiembe. Eh bien, je suis toujours avec mon expert en relations internationales, Henri Kamandé Nzouzi. Monsieur Kamandé, bonjour. Bonjour Fabien. Certainement encore des bons échos par rapport à notre deuxième prestation. Des encouragements, en espérant évidemment que nous pourrons diversifier les thèmes et bien évidemment convier les personnes en fonction de leur spécialité, ce qui permettra d'éclairer davantage l'opinion publique congolaise. Voilà, l'actualité est donc abondante. Ici, c'est le regard de la diaspora congolaise, pour le moment en tout cas. Mais l'émission est ouverte à d'autres personnes qui s'intéressent à la République démocratique du Congo, à d'autres sujets également, qu'ils soient économiques, sociaux ou culturels. Je le disais dans l'annonce, disons dans l'entame de cette émission, il sera question essentiellement de la francophonie. Mais d'abord, un fait divers, parce que je vous ai dit que nous avons une dame avec nous, peut-être parmi les stratégies pour lutter en politique, il y a ce qui se passe au Togo, la grève du sexe. Parlons-en. Alors, est-ce que vous pensez qu'une telle initiative peut marcher en République démocratique du Congo? Et d'abord, est-ce qu'une telle initiative est efficace? Je vous avoue que, ayant survolé cette information, il est clair que dans certains pays où cela a été appliqué, ça a permis de pouvoir apporter le débat sur la place publique. Parce que on le sait très bien, tout ce qui touche la famille, qui touche le privé, dès qu'on n'arrive pas à pouvoir dénouer le nœud du problème, eh ben, on l'apporte sur la place publique.
ce qui se passe au Togo est une première. L'apporter au Congo avec toutes les diversités d'ethnies, de cultures que nous connaissons dans notre pays, 60 millions d'individus, 60 millions donc de solutions, je ne suis pas sûr que cela pourra être applicable sur l'ensemble de l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais ça permettra de mettre en avant la situation de la femme, la promotion justement de ses droits, et je crois que ça peut toujours être une arme qui peut être utilisée à bon escient. Mais dans un pays où on utilise des viols comme arme de guerre, vous ne pensez pas que ça saurait donner dans une certaine mesure un blanc-seing aux violeurs? Pas du tout, parce que là, le cadre du Togo, ce sont des femmes qui se refusent à leur mari. Donc le contexte est totalement différent par rapport à la situation des violences sexuelles que nous connaissons à l'est de la RDC, où le viol est utilisé par des rebelles, des groupes armés, comme arme de destruction de la société, destruction des communautés. Donc le contexte dans lequel ces viols sont perpétrés est totalement différent du consentement de ces femmes de pouvoir se refuser à leur mari dans un contexte bien précis. Mais dans le contexte de la guerre, de la rébellion que nous connaissons aujourd'hui en RDC, au nord, au sud Kivu, et notamment en province orientale dans les Ouélé, c'est que la femme n'a même pas le droit de choisir de l'usage qui est fait de son corps ou même de son vagin. Donc le contexte est totalement différent, et nous déplorons évidemment toutes ces violences utilisées comme armes de destruction massive, notamment de nos populations. Monsieur Pambou, vous êtes, vous êtes très présent également dans la politique. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez des chefs de délégation des observateurs congolais de la diaspora lors du scrutin passé. Une telle technique, ou que dis-je, une grève comme ça, certainement, ça pourrait faire avancer des choses. Du point de vue des hommes, comment cela est vécu? Oui, l'embêtant, c'est que comme je suis au départ statisticien, cela voudrait dire que je mesure le fait. Cela voudrait dire que même au-delà de l'annonce, personne ne sait exactement ce qui se passe au sein des familles. Ce qui fait que j'en profite pour revenir... vous voulez dire peut-être qu'il y a des grèves tous les temps? Non, ou qu'il y a des grèves tout le temps, ou que ce sont des effets d'annonce. Mais ce qui est le plus important, et c'est ce que vient de dire là Madame TMB, j'ai noté cette partie-là, c'est qu'en réalité, le problème, c'est que quand une question se pose, il faut que la société en débatte. Et donc, d'une manière ou d'une autre, l'objectif, c'est de ramener la question, comme l'a dit Madame Tiembe, sur la place publique. Et effectivement, utiliser ces éléments, et dans le milieu congolais, ce sont des choses qui parlent symboliquement, cela est central pour le Congolais. Le sexe ou le non-sexe est quelque chose de tout à fait central. C'est peut-être pour cela qu'on constate qu'une manière de nous détruire, c'est de passer par des éléments qui touchent à ce genre de choses. Et je pense qu'effectivement, ça a une telle puissance qu'on sait d'une manière ou d'une autre ramener la question sur la place publique. Et je pense que même pour le Congo, cela pourrait se passer. Et tout le monde se souvient, ceux qui ont mon âge, ils se souviennent du temps où de temps en temps, on voyait Maman Mobutu revenir sur la place publique. Très rapidement, on était presque sur ces questions touchant le sexe. Elle était prête, par moment, de pouvoir lever les femmes pour venir demander, réclamer auprès de Mobutu. Ce qui fait que déjà, avant que cela devienne une actualité aujourd'hui, ces questions-là, une manière pour les femmes de se retrouver ensemble, étaient déjà des questions qui tournaient autour de ces questions sexuelles, c'est sûr. Voilà, alors Monsieur Henri Kamandenzouzi, vous êtes expert en relations internationales. Je pense que tous ceux qui nous suivent ou qui ont pris l'habitude de nous suivre sur Télé 7, la chaîne républicaine, vous connaissent déjà. Est-ce que dans l'histoire africaine, à part le Togo, y a-t-il eu déjà des précédents par rapport à cette stratégie de grève du sexe? Il y a déjà eu des précédents. Mais il faut savoir que ces précédents ont constitué, dans les sociétés dans lesquelles ça s'est produit, donc un moyen de pression irrésistible, à la fois sur le pouvoir, sur les acteurs politiques, puisque ça les a fait réfléchir à la nécessité de pouvoir, de manière beaucoup plus globale, associer d'une part la femme au processus de développement de leur société, mais c'était aussi une manière de prendre en considération les problèmes qu'elle soulevait et qui jusqu'ici, ou en tout cas jusque-là, n'avait pas suffisamment d'écho. Mais c'est aussi une question d'ordre culturel. Selon que vous soyez en Afrique du Sud, australe, ou bien en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique centrale, il est bien évident
que la manière dont les gens réagiront à une telle proposition sera tout à fait différente. Cela étant, comme l'a dit Madame Thiembé, il est bien évident qu'en Afrique centrale, notamment en République démocratique du Congo, si un tel problème devait se poser ou une telle situation devait se présenter, ma foi, je dirais que la réaction, voire l'attitude serait tout à fait différente que des contrées où culturellement, il est tout à fait possible de pouvoir mener à terme ce genre d'action. Voilà, merci. Maintenant, nous laissons simplement aux femmes congolaises le loisir de pouvoir adopter ou pas cette stratégie. Alors, revenons maintenant à l'actualité récemment. Il n'y a pas plus tard que 2 semaines, en tout cas, peut-être même une dizaine de jours. François Hollande, c'était le nerf, comme on dit, le nœud du problème même, en ce qui concerne la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Viendra pas, c'était de la question à 10 000 €. Mais finalement, François Hollande a décidé d'aller à Kinshasa. Première question, est-ce une bonne chose pour la République démocratique du Congo? Nous savons au niveau de Kinshasa, gouvernement, bien sûr, on jubile, mais c'est une bonne chose pour l'ensemble du peuple congolais. Monsieur Pambou. D'abord, je ne crois pas que cela devait réellement être un problème de savoir si François Hollande va débarquer à Kinshasa ou non. Parce que ce qu'il y a, c'est que pouvoir imaginer ça, c'est pouvoir se dire qu'il existerait ou qu'il pourrait exister une francophonie sans la France ou sans le président français. Il suffit de regarder les 13 éditions passées. Le président français, à ma connaissance, a toujours été au centre. Il suffit de regarder les photos du sommet de chefs d'État. On a toujours vu, sauf du temps de Chirac, on a toujours vu le président français au centre de la machine. Ils vous répondront que la francophonie, c'est un partage de valeurs. Et que ces valeurs-là, selon certains dire, on ne le retrouve pas en République démocratique du Congo, d'où le non-sens de la présence de François Hollande. Vous avez raison, mais justement, c'est peut-être ça, quand on revient vers le fondement et qu'on revient vers ce qu'était la francophonie au départ, c'est de pouvoir se demander comment la France peut peser sur la scène internationale. Elle n'est pas une puissance économique. La France pense qu'elle est une puissance culturelle. Et donc, sa culture passe par le français. Les Africains n'ont pas cette idée-là. Ce qui fait que, justement, c'est peut-être pour cela qu'il y a parfois un malentendu. Et c'est pour ça qu'on pouvait penser que la France pouvait se permettre de boycotter ce sommet-là. À mon sens, les choses étant organisées autour de la France, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il suffit de regarder la phrase fondatrice. Ce sont les pays qui cherchent une coopération politique et économique, mais sur un soubassement de base. Et le soubassement, c'est quoi? C'est la langue française, le partage de la langue française et les idées universelles et humanistes du monde. Et jusque-là, les idées universelles et humanistes du monde, c'est la France, c'est le socle sur lequel la France fonde son étoile à travers le monde. Ce qui fait que la France pouvoir prendre des distances vis-à-vis d'un sommet qui se passerait en Afrique, ou quel que soit l'endroit, ça sera difficile. Mais cela étant, et vous avez bien raison d'insister sur le fait que l'évolution des choses et la réalité d'aujourd'hui comme elle se passe, la question était réellement posée, d'autant plus qu'autour de François Mitterrand, de François Hollande, les choses étaient réellement posées. Parce que même eux, ils viennent de se prendre au jeu. C'est-à-dire que c'est là où on commence à se dire, tiens, est-ce que la France contrôle vraiment la France? Parce que même dans l'entourage de Hollande, si la question s'est posée, ce qui fait qu'eux-mêmes, ils ne savent plus bien quelle est la base de ce qu'ils sont en train de faire. Mais cela étant, aujourd'hui, effectivement, ils ont décidé d'aller au Congo. Ça va être quelque chose de très, très, très compliqué pour Hollande. Parce que la première phrase, malheureusement pour eux, contrairement au Commonwealth, contrairement à d'autres groupes, ce n'est pas des questions économiques, ce n'est pas des questions de relations politiques entre pays, mais en réalité, c'est des questions qui posent sur les idées, sur la démocratie, sur le droit de l'homme. Et ça reste une phrase principale dans cette dynamique. Et cela voudrait dire qu'effectivement, quand il va se retrouver au Congo, comment il va se comporter et gérer l'ensemble de cette problématique. Ce qu'il y a, c'est que pour le Congo, lorsqu'on prend simplement la situation... Vous n'avez pas quand même conclu qu'il s'est mis dans un piège lui-même, François Hollande ou la France, en allant à Kinshasa? Ah, mais c'est-à-dire que, vous savez, la difficulté de François Hollande, à mon avis, c'est de pouvoir dire le changement, c'est maintenant.
Cela voudrait dire qu'il s'est mis dans le court terme. On verra bien s'il pourra changer des choses au Congo. Oui, tout à fait. Alors, Madame Thiembe, vous, je dis, vous luttez surtout en ce qui concerne la problématique des femmes en République démocratique du Congo. Le fait que François Hollande décide d'aller au Congo, c'est une bonne nouvelle? Tout à fait. Je souris totalement donc, dans la lignée de M. Pambou. C'est qu'aujourd'hui, le Congo, dans la situation qu'il vit, notamment, nous avons vu les différents rapports des missions d'observation. M. Pambou l'a souligné. Il y a un besoin d'un rayonnement que la promotion de la langue française va permettre, et la présence justement de François Hollande va permettre justement à toutes les parties en présence, qu'elles soient les partis gouvernementales ou les partis, donc l'opposition, à la présence de François Hollande et à la tenue du sommet. Ça aussi, il faut souligner. La tenue du sommet, jusqu'en mars dernier, nous n'avions pas encore toutes les armes en main pour dire que ce sommet allait se tenir en RDC, notamment avec les défis logistiques qu'il fallait rencontrer. Aujourd'hui, il y a une situation humanitaire catastrophique au nord, au sud Kivu et notamment en province orientale. La présence de François Hollande permettra aux différents acteurs en présence de pouvoir remettre à l'agenda international, à l'agenda de la francophonie, qui porte justement ces valeurs d'éducation, de développement durable, ces valeurs de paix aussi. Ça, il faut le souligner. Et là, une question me vient à l'esprit. Est-ce qu'il faille attendre pour la France le sommet de la francophonie pour s'impliquer dans la crise en République démocratique du Congo? La France s'implique déjà au niveau même du Conseil de sécurité. Nous savons très bien qu'il y a eu une audition des différents acteurs congolais, ministres des Affaires étrangères et de la coopération des deux pays. Donc au niveau du Conseil de sécurité, la France est saisie de la problématique de la RDC et de la problématique des Grands Lacs dans son ensemble. Dire aujourd'hui qu'ils ne se saisissent pas de l'action, ce serait en fait minimiser la coopération qui existe entre les deux pays, ça il faut quand même le souligner. Et le fait aussi, malheureusement, à certains égards, la coopération, l'humanitaire, le soutien aux ONG et aux associations de terrain se passe par des partenaires bilatéraux de la RDC. Ça, c'est déjà une chose. La seconde, c'est qu'aujourd'hui, la France et même les autres partenaires de la RDC montrent un intérêt certain. Nous le voyons aujourd'hui avec l'initiative conjointe de lutte contre les violences sexuelles, initiative qui a été portée par des partenaires de la RDC et pas par la RDC. Donc aujourd'hui, tous les partenaires du pays sont saisis de la question des violences sexuelles, de la question des droits humains en situation de conflit armé tel que nous le connaissons à l'est de la RDC. Aujourd'hui, c'est au pays, à la RDC, de pouvoir aller bien plus loin que des déclarations d'intention. Il faudrait qu'ils prennent position clairement aujourd'hui par rapport à cette réforme de l'armée. Nous avons besoin que la population qui ait intégrité aux frontières du pays, qui ait intégrité à l'intérieur des frontières pour pouvoir protéger la population. Il n'est pas normal qu'il y ait 200 000 Congolais qui fuient face aux exactions des rebelles. Il n'est pas normal qu'il y ait des Congolais qui soient en dehors des frontières, que ce soit au Rwanda, au Burundi ou en Ouganda. Cette situation permettra, avec des sommets comme celui-là, je l'espère, qui vont permettre de mettre encore en lumière cette situation qui perdure depuis plus de 15 ans. Monsieur Kamandé, vous, en tant qu'expert international, François Hollande, avant d'aller à Kinshasa, disons dans les péripéties même de l'organisation de ce sommet, avait posé des conditions. Est-ce que maintenant qu'il est décidé de partir, ces conditions sont-elles réunies ou bien c'est un renoncement de la part du président français? Je serais tenté de vous dire que les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. À ma connaissance, deux des principales conditions qui avaient été posées, à savoir d'une part la réforme de la Commission électorale nationale indépendante et on va dire un réexamen approfondi de la manière dont les droits de l'homme sont conçus dans notre pays, c'est un processus qui ne se fait pas du jour au lendemain. Donc je pense que Paris accorde à Kinshasa le bénéfice du doute, prend une décision en se disant que le temps aidant, Kinshasa pourra mener à bien les réformes qui ont été demandées. Mais si vous le permettez, j'aimerais juste faire une parenthèse et rappeler à l'attention de nos téléspectateurs que l'Organisation internationale de la francophonie est une émanation de la fameuse agence culturelle de coopération culturelle et technique qui a été instituée en 1970 par le traité de Niamey. Et depuis 1997, l'OIF est régie par une charte qui a été adoptée lors du sommet de Hanoï au Vietnam. Monsieur Pambou a eu la gentillesse de rappeler brièvement les objectifs de la francophonie. Donc c'est d'une part le partage de la langue française
comme valeur commune, mais également la promotion des droits de l'homme et la coopération économique, mais surtout dans le domaine culturel entre les différents pays. Par rapport à la décision française, il y a 4 facteurs qui ont été déterminants dans la prise de décision de François Hollande. Il y a d'abord une question d'intérêt. Il est bien évident que la France a un rôle à tenir et à jouer, et par conséquent, le fait de se retrouver au milieu du village, d'une certaine manière, c'est une image un peu excessive, montre qu'effectivement Paris est dans un registre qui lui est familier. La deuxième question qui s'est posée, c'est une question d'opportunité. Pourquoi ? Eh bien parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'avec la crise syrienne, la France joue les premiers rôles. Donc il était, à mon avis, important pour Paris de pouvoir se recentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire dispenser des conseils, généralement aux pays africains, ou à tout le moins ceux qui sont soupçonnés de ne pas avoir, en matière de droits de l'homme et de bonne gouvernance, une attitude, on va dire, normale. Il y a également une question que je qualifierais de conjoncture. Parce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, sur le plan interne, François Hollande est en difficulté dans son propre pays et à l'instar de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, il espère rebondir à l'international pour effectivement reprendre un peu de l'air. Il y a une dernière question qui s'est posée et je pense qu'elle peut se résumer en ceci. Paris va probablement essayer de faire taire les critiques qui ont précédé la prise de décision de François Hollande. Comme vous le savez, il y a eu tout un débat pour savoir si la France devait être présente ou pas. Il y a même eu une plainte avec des Congolais d'origine, disons des Français d'origine congolaise. Tout à fait. Alors, je pense que le meilleur moyen pour François Hollande de pouvoir atténuer toutes les critiques dont il a fait l'objet, c'est de délivrer un message très fort à Kinshasa. En aura-t-il la volonté ? M. Pambou a dit « le changement ». C'est maintenant. Toute la question est de savoir s'il aura le courage de le dire à ses pairs africains. Alors maintenant, je rappelais tout à l'heure qu'il y avait même avant, comme vous l'avez dit, beaucoup de supputations quant au départ ou pas de François Hollande à Kinshasa. Et il y a même eu une plainte des Congolais de la diaspora, notamment des Français d'origine congolaise, réunis au sein de la Convergence pour l'émergence, je sais pas moi, du Congo. Finalement, une plainte qui n'a pas été suivie. Est-ce que pour vous, ce combat-là de la diaspora par rapport à la tenue ou non du sommet de la francophonie à Kinshasa, c'est un combat crédible, un combat défendable? Vous êtes la diaspora, donc. Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est que lorsque nous posons cette question aujourd'hui, la réponse que nous pouvons donner à la question n'est pas nécessairement la même que celle que nous pouvons donner à cette même question posée 2 ou 3 mois avant. 2 ou 3 mois avant, dans la diaspora, beaucoup de personnes avaient pensé qu'il était possible de faire en sorte que la France n'aille pas au Congo. Cela voulait dire qu'en ce moment-là, une partie, en tout cas, de l'opinion congolaise pouvait se dire qu'une manière d'isoler Kabila, c'est aussi de bloquer ce mouvement de la France. Mais entre-temps, l'évolution a fait que les choses ont changé. Ce qui fait que même dans la diaspora aujourd'hui, on est obligé de se poser les questions sur d'autres termes. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que François Hollande se retrouvant à Kinshasa, un certain nombre de présidents se retrouvant à Kinshasa, mais sachant en même temps qu'il y a la guerre au pays, mais aussi, surtout, c'est que celui qui dirige les débats à Kinshasa, c'est le président du Congo. Celui qui va gérer la suite. Heureusement qu'il y a un secrétariat avec Abdou Diouf. Mais la charte que nous sommes en train de suivre, celui qui va gérer pendant les 2 ans, c'est le Congo qui va gérer. Cela voudrait dire que la France va se retrouver, c'est pour ça que j'ai insisté sur cette partie-là, dans une situation relativement difficile. À la conférence de presse de clôture du sommet, le 14, il y aura le président français, le président congolais et le président où on ira en 2000... Prochaine édition, oui. Tout à fait, la prochaine édition. Cela voudrait dire que ce sont ces 3 personnes. Comment est-ce que Hollande va jouer dans cette triptyque qu'on est en train de positionner? Ce qui fait que quand on prend tous ces éléments ensemble, ceux qui ont envie de passer un message, ils ont des éléments supplémentaires qu'ils ne pouvaient pas avoir au départ. Et donc, automatiquement, même le combat de la diaspora, à mon avis, se pose sur des termes différents à partir de maintenant. Sachant effectivement que les choses qui doivent se faire, c'est à Kinshasa que cela va se faire. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Et donc c'est justement ça la grande question. Voilà, nous sommes donc dans Questions-Réponses, le magazine de débat et d'échange sur les enjeux en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Alors, je me souviens d'une petite déclaration que j'ai entendue à Kinshasa, où un papa demande est-ce que francophonie ou bien Zanini, parce que lui ne comprenait pas. Alors maintenant, vous qui êtes là, on est en train de vous suivre à Kinshasa. Concrètement, quelles sont les retombées de la francophonie pour la population congolaise? François Hollande sera à Kinshasa, oui. C'est quelque chose de bien. Qu'il soit pour d'autres qui soient là, qui ne soient pas là, à la limite, ça ne veut rien dire. Quels sont concrètement ceux que le Congolais peuvent attendre du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa? Je commence par vous, madame. Déjà, travaillant dans une université francophone, la question de la coopération universitaire a toujours été au centre même du développement des pays, notamment comme la RDC. Aujourd'hui, que le sommet se passe en RDC, en connaissant les défis qu'il y a, notamment en Belgique, à pouvoir financer la coopération au développement, je crois que nos universités congolaises, les universités congolaises ont tout à gagner à la tenue de ce sommet à Kinshasa, à la tenue de ce sommet et la présence de tous ces partenaires qui permettront de renforcer la coopération universitaire au développement. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a un grand déficit au niveau de l'enseignement, primaire, secondaire et j'en passe, et notamment au niveau universitaire. Il y a un grand déficit au niveau de la recherche. Aujourd'hui, nous avons besoin de partenaires en RDC, de partenaires fiables. Et je crois que la tenue du sommet, les premières retombées, ce seront notamment ces partenariats de coopération, ces conventions qui seront signées, qui seront passées, je l'espère aussi, entre les universités congolaises et les universités membres de la francophonie. Ça permettra aussi un échange d'étudiants parce que lorsqu'on parle de coopération universitaire, c'est des coopérations aussi d'étudiants, de professeurs qui vont être recyclés. Nous avons énormément besoin de compétences qui puissent être au service de la reconstruction et de la nation congolaise. Donc pour moi, à mon humble avis, mes amis pourront parler d'autres aspects, mais le premier aspect que je vois par rapport à la tenue de ce sommet, c'est l'aspect donc de cette coopération universitaire qui va se passer entre les différents établissements. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit dans mon précédent propos, il y aura la présence de tous ces parlementaires francophones, la présence de tous ces maires qui vont pouvoir échanger avec leurs pairs de la RDC, avec les défis qu'ils ont à réaliser face aux élections locales qui vont se tenir dans quelques mois, nous l'espérons, en RDC. Donc, au niveau de la démocratie locale et au niveau de la coopération universitaire, il y a des retombées directes que la population pourra apprécier les effets. Alors, je le disais, vous êtes également dans la politique ici en Belgique, mais il se pose un problème, la présence belge lors du sommet de la francophonie. Est-ce que vous serez en élection ici? Est-ce que vous avez déjà trouvé une solution qui représente la Belgique? Mais écoutez, de toute façon, il est clair qu'après la visite du ministre Renders, les choses seront encore plus claires sur la délégation belge qui va se trouver du 12 au 14 octobre en RDC. La visite du ministre a permis de rencontrer les partenaires, de rencontrer M. Raymond Tshibanda, qui lui est le président du comité de pilotage de ce sommet. Ça permettra dans les jours qui viendront, on saura exactement qui de la Belgique officielle, j'entends, va être représenté au sommet de la francophonie à Kinshasa. Mais à cette heure-ci, évidemment, nous n'avons pas encore tous les éléments. Je vais terminer par M. Pambou pour clôturer ce tour de table par rapport à la francophonie. Vous, du point de vue international, bon, le Congo, qu'est-ce qu'il peut gagner et surtout, qu'est-ce que la population congolaise pourrait attendre de ce sommet, du fait que ce sommet soit sur son territoire? Écoutez, ne nous voilons pas la face. Ce sommet est d'abord et avant tout une formidable opportunité pour Joseph Kabila de réhabiliter son image. Je crois que ne pas y croire, c'est faire preuve d'angélisme. La deuxième chose, c'est que pour le quotidien des Congolais, cela ne changera strictement rien. Il faut savoir que l'OIF et la famille francophone, c'est beaucoup plus un instrument de promotion culturelle. Et on ne peut pas dire que cela puisse se traduire dans les assiettes des Congolais qui au quotidien se battent pour pouvoir trouver une solution à leurs problèmes qui sont quotidiens, qui sont
quasi insurmontable. Mais grâce à la francophonie, nous avons appris que la route Kinshasa-aéroport a été refaite. Des hôtels ont poussé. Oui, très bien. Voilà, ce ne sont pas des retombées. Très bien. Écoutez, à partir du moment où vous organisez un sommet de cette nature, vous êtes en tant que pays hôte tenu de respecter un certain nombre de critères. Vous devez vous mettre aux normes internationales. Il est bien évident que la vie de la RDC ne s'arrêtera pas à ce sommet. Là, vous parlez en tout cas d'investissement à long terme, et c'est très bien, c'est tant mieux, puisque l'offre des nuitées va augmenter à Kinshasa notamment. Mais très concrètement, pour le Congolais lambda, cela ne changera strictement rien, sauf dans les domaines qu'a évoqué Madame Thiembé, où là encore, il y aura évidemment matière à pouvoir évaluer ces retombées-là. Si vous voulez me faire dire que ce sommet-là pourrait avoir une incidence sur éventuellement la recherche et voies et moyens de sortir du problème dans lequel se situe la RDC aujourd'hui, ça, je vous dirais que c'est un tout autre problème, car à ce jour, on ne peut pas dire que l'EIF ait fait la démonstration de son efficacité en matière de résolution de conflits. Oui, je comptais y revenir justement pour chuter par rapport à la problématique de la guerre. Alors, vous, concrètement, je pose la même question. Le Congolais lambda peut attendre de ce sommet de la francophonie. Et dans le Congolais, il y a également la diaspora. Tout à fait. Quelle pourrait être la participation de la diaspora pour qu'elle soit aussi partie prenante de ce sommet de la francophonie? Est-ce qu'il y a des billets qui sont prévus? Est-ce qu'il y a des délégations qui vont descendre à Kinshasa? Vous avez été président de la délégation quand même. C'est vrai, mais ça c'était pour les élections. Et donc là c'est une autre problématique. Mais ce qu'il y a, Monsieur Kamande vient de nous dire ici, c'est que le quotidien du Congolais, aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'incidence sur cette question. Il n'y aura pas nécessairement plus à manger le 13, le 14, le 15 qu'avant. C'est un aspect. Cela voudrait dire que finalement, le sommet, opportunité ou pas opportunité, cela dépendra vraiment de la partie congolaise. C'est une occasion, et M. Kamande l'a dit, où nous avons devant nous 75 États qui se retrouvent autour des Congolais, dans leur logistique à eux. Dans tout pays qui se respecte, c'est une opportunité absolument incroyable. Ce qui fait que c'est sur ce genre de choses que les Congolais peuvent capitaliser. Parce qu'en une fois, ils ont la possibilité d'avoir avec eux ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, non pas des amis politiques, mais en tout cas des partenaires. Et sur cette base-là, si le Congo a bien préparé a un agenda sur ce sommet, c'est en ce moment-là qu'on pourrait avoir la partie positive de ce sommet. Ce qu'il y a, c'est que sur la partie concrète, et là nous sommes revenus exactement sur ce que Madame Thiembé nous disait. Parce que ce qu'il y a, c'est que ce qu'elle n'a pas dit, c'est que, en tout cas dans mon université, elle est au centre de la coopération universitaire. C'est elle qui gère les échanges que nous avons, que en tout cas l'Université libre de Bruxelles a Madame avec Thiembé, bien sûr. tout à fait Madame Voilà. Thiembé, avec l'ensemble des pays, notamment des pays africains, ainsi de suite. Et là, un instrument que nous utilisons, un dispositif de base, c'est celui de l'AUF. Et à travers ce dispositif-là, on a, lorsqu'un pays a un objectif sur la formation de ces scientifiques, on a un levier sur lequel on peut appuyer. Et donc là, ça sera une opportunité. Ce qu'il y a, c'est que le sommet ici, aussi curieux que ça puisse paraître, ça va remettre l'OIF à l'agenda des Congolais. Alors que ça aurait dû être le contraire. Mais c'est enfin maintenant. Et monsieur Kamande, vous étiez en train de lui poser... C'est la France qui gagne plus. Non. Le Congo pourrait justement... on vient de lui faire une passe. Et ça dépendra maintenant aux Congolais de transformer cette passe. Quand vous étiez en train de dire à monsieur Kamande, mais au fait, à cause du sommet, il y a des hôtels et des routes qui sont réhabilités. Nous sommes justement dans cet esprit. Si le Congo a bien préparé ce sommet, en principe, le retombé, ça sera le retombé que le Congo aurait programmé. Mais en même temps, quand nous constatons qu'il y a maintenant un nombre incroyable de chambres d'hôtels qui ont été construites à Kinshasa. Vous savez quoi? Au moment des Jeux Olympiques à Athènes, nous nous retrouvons pour la Grèce avec un déficit absolument incroyable d'une logistique qui a été construite et qui est maintenant à l'abandon. Quand nous partons à Pékin, 4 ans plus tard,
eux, ils ont aussi réalisé des Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, nous avons un essor sur la base de ce qui a été réalisé, construit pour cet événement, qui est maintenant un apport positif pour la Chine. De la même manière pour le Congo. Si nous avons simplement construit des chambres d'hôtel pour qu'on puisse les occuper pendant 3-4 jours, nous sommes mal partis. Mais j'espère que notre planification a prévu de savoir ce que nous allons faire de ces chambres d'hôtel. Parce que les chambres d'hôtel construites maintenant, nous n'avons pas la capacité de les utiliser au quotidien, au prix où nous les avons construits. Mais si effectivement nous pouvons aujourd'hui, demain, avoir des chambres d'hôtel à $50 de ce niveau-là, en réalité, ce coût-là n'est pas suffisant par rapport à ce que nous avons investi. Donc, ce qu'il y a, c'est que le sommet fera ce que nous en ferons. Mais entre-temps, je reviens et je termine simplement par là, le président Hollande est là. Vous avez déjà mis l'objectif vers est-ce que cela pourrait nous aider à résoudre un certain nombre de problèmes politiques que nous avons aujourd'hui. Et nous pensons à l'Est. Mais vous savez, Hollande va avoir des très gros problèmes aux entournures parce que ce qui se passe à l'Est, nous nous souvenons en 93, 94, 95, qui était à l'Est? La force turquoise, l'opération turquoise, c'est qui? C'est la France. Aujourd'hui, la France est aussi et devrait être au centre de ce qui nous arrive dans cette partie-là. Et nous avons des questions à poser aux Français. Et je pense que sur cette partie-là, Hollande ne pourrait pas être à l'aise pendant ce sommet. Et c'est une question qui sera, à mon avis, nécessairement sur la table. Voilà, je pense que c'est par là que nous mettons pratiquement un terme à ce premier débat par rapport à la francophonie. Nous retenons simplement que, du point de vue, si je considère les différents points de vue, que la francophonie c'est une opportunité. Il revient aux Congolais de pouvoir la transformer à une vraie opportunité par rapport à la situation que connaît aussi le pays à l'est. Qu'est-ce que le Congo à l'est du pays? Alors, la situation en question, c'est la problématique du M23. Récemment, les ministres congolais et rwandais, disons, bon, il semble que le masculin domine le féminin parce qu'il y a une ministre rwandaise, se sont retrouvés aux États-Unis à la commission d'audition du Conseil de sécurité. Alors, ce que j'ai entendu, c'est que le Congo a demandé des sanctions, le Rwanda s'est défendu, et que le Rwanda n'a pas convaincu. Est-ce que vous avez la même appréciation de la situation, madame? Il est très difficile à ce stade-ci de pouvoir dire que l'un ou l'autre n'a pas convaincu. Dans la mesure où, dans tous les cas, la partie rwandaise dit qu'elle a satisfait. La partie congolaise dit qu'elle a satisfait par rapport à cette audition. Aujourd'hui, c'est de savoir concrètement, il y a eu un rapport des Nations Unies qui a été publié, qui condamne clairement le soutien que le Rwanda aurait apporté au M23. Aujourd'hui, la position des Nations Unies, ce que la partie congolaise espérait, c'est que nous puissions arriver à une fin des exactions et de la rébellion, qu'on qualifie le mouvement du M23 de rébellion et non de mutinerie au sein de l'armée congolaise. Ça changerait la donne au niveau tant de l'appréciation de la problématique qui se passe en ce moment donc au Nord Kivu avec la présence de ces rebelles et aussi de la prise en charge même de la situation humanitaire telle qu'elle pourrait être attendue pour le bien-être des populations qui sont déplacées. Donc, on espère vivement que ces auditions au niveau du Conseil des Nations Unies, au Conseil de sécurité, va permettre de clarifier la position de la communauté internationale sur la question de la présence des rebelles armés sur le territoire congolais. Aujourd'hui, depuis plus de 18 ans, la population congolaise du Nord et du Sud Kivu n'est pas simplement massacrée une fois, massacrée 2 fois, déplacée, pas une fois, 2 fois, violentée. Parce qu'il faut le rappeler, le ministre Renders a fait sa première visite à l'hôpital de Panzi au Sud Kivu, qui se trouve à Bukavu. Il y a aussi des hôpitaux au Nord Kivu, île Africa, où on a vu, durant les derniers mois, où il y avait une baisse de fréquentation des femmes victimes de violences sexuelles. Depuis la présence du M23, on condamne aujourd'hui et on constate une recrudescence de cas de violences sexuelles et aussi de coupeurs de route et etc. qui
engorge l'économie de toute une région. Donc aujourd'hui, limiter cela en ne nommant pas les choses, en nommant cela de mutinerie, voudrait dire que c'est un problème congolais qui doit être géré au sein de l'armée congolaise qui est en pleine réforme. Nommer justement cette rébellion qui a des soutiens extérieurs, alors ça voudrait dire que le Conseil de sécurité doit prendre une position ferme par rapport au soutien que ces rebelles obtiennent des pays étrangers. Alors ça voudrait dire que la communauté internationale dans son ensemble se saisit de la question congolaise et essaye de trouver une sortie de crise qui serait appréciable pour les populations. Vous voyez que la réponse ne peut pas simplement être l'un ou l'autre, oui ou non, mais il faudrait vraiment une vraie requalification des faits. Et à ce niveau-là, il y a aussi la responsabilité du gouvernement congolais. Il est vrai que je n'ai pas, j'ai eu que des bribes de l'intervention du représentant congolais, mais je l'espère de tout cœur lorsque j'aurai tout le document que la question de la qualification de ce qui se passe en ce moment au nord Kivu et même au sud Kivu pourra permettre justement que nous ayons une feuille de route claire à la suite de cela afin de cette sortie de crise. Alors je le disais, le Rwanda, le Congo a demandé des sanctions par rapport au Rwanda et Madame Thiembe estime que justement c'est l'occasion pour le Conseil de sécurité de pouvoir vraiment se positionner. Est-ce que vous pensez que le Conseil de sécurité pourrait aller plus loin que condamner simplement les M23 au lieu de pouvoir sanctionner le Rwanda? D'ailleurs, il y a déjà une campagne au niveau du Rwanda contre le chef des experts en question. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, quelque chose de bien pourrait se passer pour le Congo? Justement, c'est le cœur du problème. Ce qu'il y a, c'est que nous avons face à nous deux pays et nous avons face à nous deux logiques. Le Congo est parti au Conseil de sécurité leur dire et leur prouver qu'il est déstabilisé par un pays voisin. Ça, c'est la partie congolaise. Le Rwanda est arrivé devant le Conseil de sécurité pour leur dire qu'il existe une déstabilisation potentielle du Rwanda à cause de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Donc nous avons pleinement deux logiques. D'un côté, le Congo qui se sent déstabilisé par le Rwanda. De l'autre côté, le Rwanda qui se sent potentiellement déstabilisable par ce qui se passe de l'autre côté. Ce qui fait que nous ne sommes pas en train de jouer sur la même problématique. Parce que nous l'interprétons chacun de notre manière. Et le problème qui est là-dedans, c'est de parvenir à convaincre les membres du Conseil de sécurité devant ces deux logiques. Alors, ce qu'il y a, c'est que les membres du Conseil de sécurité ne peuvent pas ne pas constater qu'il y a des choses qui se passent au Congo. Mais aussi, ces mêmes membres savent que la crainte potentielle qui existe pour le Rwanda est pour eux en même temps une réalité. Et c'est là où nous faisons peut-être une certaine erreur. Nous commençons à compter des points en se disant tel pays a dit telle chose et nous le mettons dans notre partie positive. Tel autre pays a dit ceci, non seulement que nous ne le mettons pas, nous l'oublions. De la même manière, automatiquement, au bout du compte, nous avons l'impression d'avoir... Mais c'est ça qui fait que nous sommes vraiment dans la nature, c'est tout à fait cela. Ce qui fait que nous nous retrouvons finalement devant une situation où il y a tellement de questions d'interprétation qu'en réalité nous sommes vraiment dans le domaine de la politique internationale. Et dès qu'on est dans ce genre de situation, il y a en ce moment-là les intérêts de chacun qui comptent. Et nous avons jusqu'aujourd'hui oublié pourquoi est-ce que les membres du Conseil de sécurité sont, pour certains d'entre eux, en train de mettre le doigt sur le Rwanda. Et nous pensons subitement que c'est parce que ces gens-là viennent de constater que nos sœurs et mères sont violées. Parce que ces gens-là subitement viennent de se rendre compte qu'il existerait des principes universels et que ces principes sont bafoués au Congo. Vraiment, ils ne le savaient pas il y a 1 an, il y a 2 ans. Quel est en réalité le vrai problème qui existe entre un certain nombre de pays et le Rwanda? Nous ne devons pas oublier cette ligne-là parce que nous risquons en tant que Congolais d'être les dindons de la farce. Aujourd'hui, c'est nous qui en payons déjà les pots. Mais ce qui sera plus grave, c'est que l'espoir que nous avons
avec ce qui est en train de se passer au sein du Conseil de sécurité, pourrait nous amener à croire que nous sommes au bout de nos malheurs. Et nous constaterons à ce moment-là que l'agenda international est totalement autre chose. Il faut vraiment réfléchir à ça. C'est peut-être pour cela que la diplomatie congolaise doit être, j'espère aujourd'hui, qu'au sein du ministère des Affaires étrangères, au sein de l'ANR, que des gens sont en train de se dire pourquoi est-ce que les États-Unis, les pays anglo-saxons ont pris ou ont dit prendre telle mesure? Pourquoi est-ce que la Belgique n'a pas pris de mesures? Pourquoi est-ce que la France se tait dans toutes les langues? Ces questions, on doit les avoir sur la table. C'est à partir des réponses que nous donnons, nous, à ces questions, que nous pouvons fonder notre propre stratégie sur cette question-là. Mais sur les questions tout à fait diplomatiques, je me sens relativement limité dans mon approche. Je ne fais que regarder les faits qui peuvent arriver sur la table. Voilà, merci Monsieur Pambou. Je précise à l'intention de nos téléspectateurs que nous profitons du soleil. C'est rare ici en Belgique. C'est comme ça que nous avons décidé de faire l'émission à l'extérieur. Mais bon, comme on ne peut pas tout avoir, nous avons un concert des chants. C'est donc dans la parcelle voisine. Mais ça ne nous empêche pas en tout cas de continuer notre émission. Alors, Monsieur Kamandez-vous, en tant qu'expert en relations internationales, le Rwanda avance certains arguments par rapport à cette situation. Nous reparlerons également de la récente sortie de James Kabarebe par rapport à cette histoire. Est-ce que vous pensez que le fait de nier tout le temps de la part du Rwanda est une stratégie qui peut porter? Est-ce que vous pensez que la demande du Congo par son ministre des Affaires étrangères pourrait avoir écho au niveau du Conseil de sécurité? Alors, les deux ministres, Raymond Tshibanda et son homologue rwandais, se sont donc affrontés au Conseil de sécurité devant ce que l'on appelle le comité des sanctions de l'ONU. Petit rappel historique. La résolution 1493, adoptée le 28 juillet 2003 par le Conseil de sécurité, impose un embargo sur les armes dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et dans le district de l'Ituri. Sont frappés ou en tout cas concernés par cet embargo tous les groupes armés étrangers et congolais, ainsi que les groupes armés non signataires de l'accord global et inclusif de Pretoria, signé le 16 décembre 2002. En 2004, le 12 mars plus précisément, le comité des sanctions est créé par la résolution 1533. Et ce comité des sanctions est mis en place pour pouvoir sanctionner, comme son nom l'indique, les parties récalcitrantes et voit son travail soutenu par un groupe d'experts qui rend chaque année à 2 reprises un rapport intermédiaire et un rapport final dans lequel il est dénoncé avec force détail les violations de cet embargo. C'est donc devant ce fameux comité que les auditions se sont déroulées. Souvenez-vous, le 27 juin 2012, ce même comité des sanctions avait, par le biais de ses enquêteurs, de ses experts, rendu ses conclusions, dont les fameuses annexes incriminant le Rwanda. S'en est suivi un certain nombre de réactions, tout à fait légitimes d'ailleurs, de plusieurs capitales occidentales, les unes prenant des mesures conservatoires, notamment le gel ou à tout le moins la suspension de leur aide, et d'autres envisageant d'autres solutions. Alors, aujourd'hui, on peut dire que Kigali n'a pas parti perdu pour une raison très simple. C'est que Kinshasa n'a pas su se donner les moyens de discréditer le Rwanda sur la scène diplomatique. Et je dois dire à ce sujet qu'en réalité, le Rwanda est engagé dans une course contre la montre. Car dans quelques semaines, le Conseil de sécurité va renouveler une partie de ses membres non permanents. Il se trouve que le Rwanda est candidat. Kigali est candidat. Sur les 15 membres, vous avez 5 membres permanents. Excusez-moi de vous couper. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est mal parti pour le Rwanda? Parce que si jamais on l'acceptait au Conseil de sécurité, pour le Congolais, voilà, ça sera la complicité établie. Mais je vais vous dire très sincèrement, moi, si j'étais aujourd'hui à côté du ministre des Affaires étrangères de la RDC, je ne saurais trop lui suggérer, d'une part, de poser la question au Conseil de sécurité, 2 questions qui valent leur pesant d'or. Première question, le Conseil de sécurité est-il disposé à accueillir en son sein un pays dont il est établi
qu'il apporte un soutien Par à une lui-même, rébellion. en plus. Absolument. La deuxième question, et là, je vous le dis très sincèrement, est-ce que le Conseil de sécurité est disposé à accepter un pays qui abrite 2 personnes qui ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt international? Si le Conseil de sécurité est en mesure de répondre à ces 2 questions de manière tout à fait objective, ce sera déjà une manière d'avancer. Ce que je voudrais, très honnêtement, c'est qu'au niveau de la diplomatie congolaise, on sorte des incantations et qu'on cesse de s'appuyer sur des documents certes importants, mais qui ne constituent pas l'alpha et l'oméga d'une offensive diplomatique. Nous devons nous donner les moyens de pouvoir discréditer avec force détail et arguments un pays qui ne se prive pas d'utiliser les mêmes armes pour pouvoir relativiser la portée de son engagement aux côtés d'un groupe rebelle en RDC. Dernière chose, le Rwanda a su ces dernières années, et ça remonte à une dizaine d'années, se donner les moyens d'être représenté. Souvenez-vous, au niveau de la Commission africaine, ils ont pu placer M. Patrick Mazimpaka, ancien ministre des Affaires étrangères, et le Rwanda est même parvenu à placer le président de la BAD, qui est basé actuellement à Tunis, M. Kaberuka. Cela n'est pas le fruit du hasard. Cela veut dire que l'on a déployé un certain nombre de réseaux qui ont visiblement été réceptifs au discours de Kigali. Eh bien, il faut que Kinshasa fasse de même. Nous avons là une opportunité, avec notamment l'ouverture prochaine de l'Assemblée ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, où là, il s'agira effectivement de faire campagne contre l'entrée du Rwanda au sein du Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent. Vous parlez de la stratégie du discrédit par rapport au Rwanda que doit mettre en place la République démocratique du Congo. Mais je ne sais pas si vous avez lu une interview de James Kabarebe par rapport à une interview parue sur le blog de Colette Brackman. Vous l'avez lu ou pas? Ben oui. Donc tout le monde a lu. Alors je pense que le Rwanda est justement dans cette stratégie. Déjà, James Kabarebe estime qu'au Congo, il n'y a ni gouvernement, ni armée. Qu'est-ce qu'il dit encore? Enfin, il raconte beaucoup de trucs par rapport à la naissance du M23. Est-ce que d'abord, vous pensez que c'est pour le Rwanda une stratégie justement? D'ailleurs, je suis dit encore un autre argument au niveau des RFI, que c'est une façon d'humilier le Congo. Est-ce que vous êtes de cet avis? Parce que vous l'avez eu l'interview. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est que je reviens vers ce que je disais tout à l'heure. Pour le Rwanda, il y a une menace potentielle qui est du côté du Congo. Et le Rwanda reste arc-bouté sur cet élément. Et le Rwanda continue aujourd'hui de dire à la face du monde, les génocides, c'était il y a en 94, mais ça peut encore arriver. Et donc, il faudra d'abord tout faire pour que cela ne se reproduise jamais. Mais pour cela, il faudra qu'au-delà de cette frontière, que les choses se passent correctement. Aujourd'hui, qu'ils sont mis au pied du mur, ils doivent nécessairement essayer de s'en sortir. Ils ont choisi, en partie, non pas de décrédibiliser les Congolais, mais de montrer qu'il n'y a pas d'État en face. Et que donc, tout ce qui pourrait se passer, même le M23, est quelque chose de tout à fait justifiable. D'ailleurs, dans cette interview-là, il démontre comment il était nécessaire pour les Tutsis de l'armée congolaise, effectivement, de se retirer dans leur forêt et, s'il le faut, former pour monter cette rébellion, en fait, comme si c'était un mouvement conservatoire. Mais d'autre part, il y a quand même une contradiction. Moi, j'ai noté une contradiction dans ces déclarations. Il dit que les militaires qui ont, enfin, disons, entre guillemets, qui font maintenant le M23, ce sont des gens qui étaient exclus, mal payés, et ainsi de suite, et qui finalement sont, du coup, comme ça, par hasard, avec une puissance de feu. En même temps, le Rwanda dit qu'il ne le soutient pas. Comment les gens mal payés qui n'avaient même pas d'armes, comment ils ont trouvé des armes jusqu'à mener une guerre comme ils le font pour le moment? Tout le monde est bien convaincu qu'il est impossible que ces quelques personnes, que ces quelques mutins, entre guillemets, puissent résister non seulement à l'armée congolaise, mais nous avons vu à certains moments les hélicos de la MONUSCO intervenir. Et pourtant, malgré cela, nous n'avons jamais eu de bilan nous disant qu'en face, un bataillon a été laminé. Aucun, rien du tout.
nous nous demandons automatiquement comment est-ce qu'il est possible que des hélicoptères de combat se mettent en route. Moi, j'ai été au mois de mai à Goma. J'ai vu la MONUSCO à Goma. Ça m'a paru réellement impressionnant en tant que force militaire. Mais si réellement cette machine de guerre a pu bouger, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en face, qu'il n'y ait aucun résultat, en tout cas dans le sens qu'on attend? Alors comment Kabarebe accuse d'ailleurs la MONUSCO de danser avec Tanganda, à Goma et tout, et finalement, ça fait aussi quoi, presque 10 ans que la MONUC, quoi, c'est 13 ans que la MONUC est avec au moins 80% de l'effectif à l'est du Congo, que rien ne se passe. Absolument, c'est pour ça qu'on a tendance à se dire que aujourd'hui, nous sommes tous au Conseil de sécurité. Je pense en réalité que nous devons nous mettre en tête qu'il y a au Conseil de sécurité une délégation, mais que la réalité se passe au Congo. Pendant que les diplomates discutent, et c'est dans l'ordre des choses, en principe, les soldats imaginent ce qui doit être fait. Les politiques imaginent comment on va soutenir ce que les soldats ont imaginé. C'est comme ça que les choses se passent. Et malheureusement, effectivement, quand on lit ce que dit James Kabarebe, il a tendance maintenant à dire à la face du monde, vous savez, il existe un Congo, mais il n'existe pas de pouvoir congolais. Et donc, même ceux que vous recevez au Conseil de sécurité, c'est des personnes qui viennent simplement parloter, mais que la réalité se trouve ailleurs. Cela voudrait dire automatiquement que la réalité se trouve où? Se trouve à la discussion qui est censée être menée autour de l'Ouganda. Le nombre de fois où il a repositionné Ouganda au centre de l'échiquier, nous devons effectivement regarder ce genre de choses. Et donc simplement, c'est un repositionnement différent. Et je crois que c'est ce travail-là qui est en train de se passer malheureusement aujourd'hui. Je pense que, contrairement à ce que disait, je vais plus loin que ce que nous disait notre ami Henri Kamandé. Je pense qu'ils sont en train malheureusement de marquer des points. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'attentisme, imaginez-vous simplement, quand Didier Reynders est descendu au Congo, les autres partenaires avaient pris un certain nombre de mesures. On se disait, la Belgique ira pas vers les mesures. Didier Reynders y est allé en se disant, on regarde d'abord. Et depuis, le Conseil de sécurité regarde d'abord. Ce qui fait qu'automatiquement, la vague que nous avons pu voir au premier jour, nous sommes très très loin de cette partie-là. Et le réseau dont parlait M. Kamandé tout à l'heure, nous devons faire attention à ce genre de choses. C'est maintenant à nous de savoir, imaginez-vous simplement, nous avons lu maintenant, et c'était quoi le journal qui est sorti? C'est Le Soir. Et Le Soir n'a jamais été trop dur avec le pouvoir Kabila. Madame Brahman essaye de rester au milieu pour pousser la partie congolaise à, entre guillemets, faire mieux. Et pourtant, dans quel journal cela est sorti? Ce n'est pas dans la Libre. Mais maintenant, je veux m'adresser un peu à Mme Thiembe qui fait partie du MR, dont le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, est issu. Entendre M. Pambou, on dirait que les MR ou M. Reynders a joué un peu au ralenti dans une certaine mesure. Est-ce que c'est bien pour le Congo, ça? Mais vous savez, dans toute décision, M. Reynders est allé tant au Rwanda qu'en RDC, pas en tant que membre du MR. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Il est allé en tant que représentant... Mais on aura également remarqué qu'il s'est apitoyé plus à une frange des réfugiés qui sont au Rwanda, ce qu'il n'a pas fait quand il était au Congo, alors qu'il y en a au moins 200 000 au Congo. Mais je crois que même plus. Vos propos vont plus loin. Ça, ce sont les faits. Ils sont que M. Reynders est allé visiter les femmes victimes de violences sexuelles. M. Reynders n'a jamais mis les pieds à l'est de la RDC, ni visité les victimes de violences sexuelles. Il a pu rencontrer des déplacés. Il a pu rencontrer des femmes victimes de violences sexuelles du fait de la guerre, des conflits qu'il y a avec le M23. C'est un fait nouveau pour ce monsieur qui est allé en tant que, comme je l'insiste bien, pas pour faire de la médiation sur la cause congolaise, mais pour écouter toutes les parties en présence. Parce qu'il avait besoin de pouvoir sentir le pouls de cette situation à l'est de la RDC. Il y a ce qu'on écrit, il y a ce qu'on dit sur la RDC et il y a ce qu'on vit sur le terrain en RDC. Et il était important en tant que ministre, j'insiste bien, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, d'aller se rendre compte de la crise humanitaire, de la crise politique aussi qui se passe dans cette région-là. C'est une crise majeure. Les acteurs qu'il y a aujourd'hui, il faut quand même rappeler le contexte dans lequel cette guerre, cette rébellion, cette soi-disant mutinerie se passe à l'intérieur de l'armée congolaise, c'est que Sultani Makenga, il vient tout de même de Kisangani. Il a été mixé
dans l'armée congolaise avec M. Bosco Ntaganda. Aujourd'hui, quand James Kabarebe parle de danser avec la MONUSCO, M. Bosco Ntaganda fait partie des FRDC. Donc c'est à ce titre-là que ce monsieur a eu langue avec la MONUSCO, notamment stationné à Goma. C'est pourquoi aujourd'hui il faut pouvoir se poser les bonnes questions. Le mixage, le brassage des anciens mutins, il faut insister, c'était des rebelles qu'on a versés dans l'armée congolaise. Avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, toute l'armée congolaise, tous les effectifs de l'armée congolaise ont un déficit de paye, ont un déficit aussi de caserne. Il y a vraiment un problème de logistique au sein de cette armée. De cette armée est sorti les phénomènes Sultani Makenga qui aujourd'hui, on voit les gens du monde entier aller jusque dans le Massissi pour tenir langue, des journalistes tenir langue avec un rebelle. Ça, c'est un fait important à pouvoir souligner. Monsieur Renders n'est pas allé rencontrer Sultani Makenga. Il n'a pas rencontré ces mutins. Il a plutôt dit que le désordre qui se passe dans l'armée congolaise justifie aujourd'hui le fait que des gens comme Sultani Makenga créent une mutinerie, qu'on dit mutinerie, et qui mettent à la rue plus de 200 000 personnes. Ça, c'est du concret. À partir de ces éléments-là, on doit pouvoir, avec la partie congolaise, parce que c'est un fait, aujourd'hui, avec quel interlocuteur congolais nous devons parler de la situation de ces rebelles? Avec quel interlocuteur congolais? C'est aussi la vraie question. Qu'est-ce qui se passe exactement au Nord Kivu? Voilà, donc nous sommes dans questions-réponses sur Télé 7, la chaîne républicaine. Monsieur Kamandé, vous avez également lu comme tout le monde, de toute façon, vous n'allez pas passer à côté de cette interview de James Kabarebe. Mais il s'est fait que quelques jours après, on apprend que le Rwanda annonce le retrait de moins 280 militaires. Alors que, officiellement, le Rwanda n'avait pas des militaires en République démocratique du Congo. C'est quoi finalement cette pirouette? Alors, il faut rappeler que la dernière fois que les militaires rwandais sont entrés officiellement sur le territoire congolais, c'était en janvier 2009 pour l'opération conjointe Umoja-Wetu aux côtés des FRDC. Cette opération conjointe était destinée à éradiquer les FDLR. Cette opération a porté ses fruits d'une certaine manière, mais n'a pas anéanti en tout cas la capacité de nuisance des FDLR. Fin février, début mars 2009, les troupes rwandaises sont officiellement rentrées chez elles, mais déjà à l'époque nous savions que certains éléments étaient restés sur le territoire congolais. M. Kabarebe nous dit que c'est depuis février 2010 que ces éléments appartenant aux forces spéciales rwandaises mènent des opérations conjointes avec les FRDC dans les environs de Rutshuru. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, d'une part, nous avons Kinshasa qui a toujours nié la présence de ces éléments-là. Cela étant, je peux tout à fait concevoir qu'il y ait des réunions secrètes qui se tiennent entre les deux états-majors de l'armée pour convenir de ce genre d'action. Mais je pense également qu'une telle décision prise par le Rwanda n'a pu se prendre qu'en tenant compte de la réalité sur le terrain. Je dirais de manière tout à fait cynique que Kigali, en réaction au bisbis actuel avec la RDC, se soit dit, tant qu'à faire, le secteur de Rutshuru est sous le contrôle du M23, nous pouvons tout à fait sous-traiter la question des FDLR par le M23, car le CNDP en son temps l'avait déjà fait. Mais je pense qu'il s'agit d'une tentative assez peut-être maladroite, disons les choses très simplement. Du Rwanda, vous voulez dire? Du Rwanda, de vraiment montrer à la face du monde que Kinshasa et ses gouvernants sont d'une inconséquence récurrente et que par conséquent, il veut placer Kinshasa devant ses responsabilités en essayant de leur laisser la responsabilité de régler ce problème sécuritaire. Mais à l'inverse, ce qui me paraît quand même aussi important, c'est que Kinshasa gagnerait à jouer la transparence. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais tout de même, le fait que nous ayons des éléments de cette nature sur notre territoire et que par la suite, on se rende compte que des accords ont été passés et que ces mêmes accords n'ont pas été portés d'une part à la connaissance de la représentation nationale, ça valut d'ailleurs en son temps le poste de monsieur Kamere, et ensuite se rendre compte que finalement les accords que l'on a pris vis-à-vis d'une rébellion soutenue par ce même pays ayant un dispositif
les forces spéciales, travaillant avec nos troupes spéciales contre les FDLR, tout cela fait véritablement désordre. Et je pense que Kinshasa gagnerait d'une part en lisibilité et en crédibilité en évitant chaque fois de botter en touche sur des questions aussi importantes. À l'heure actuelle, s'il y a une chose à faire, et là je pense qu'il serait, à mon avis, utile que l'on puisse se pencher sur cette question, ce serait de trouver très rapidement une solution pour ces milliers de personnes déplacées qui sont actuellement sur les routes et qui fuient les combats, parce que cela permettrait au moins d'amorcer un processus de cessez-le-feu qui me paraît tout à fait indispensable en vue de l'ouverture d'un couloir humanitaire, et ça pourrait même accélérer l'agenda de Kampala, car dans les prochains jours, les ministres des Affaires étrangères vont se retrouver pour aborder à nouveau la question de la fameuse force internationale neutre, mais je pense que ce que nous manquons à l'heure actuelle, ce sont des actes concrets sur le terrain. Le fait d'ouvrir ou de demander l'ouverture d'un couloir humanitaire obligera nécessairement les parties récalcitrantes à montrer si elles sont effectivement de bonne foi ou animées d'une disponibilité d'esprit telle qu'ils pourraient effectivement faire taire les armes. Et dans un second temps, une fois que l'on aurait, par la voie d'une tierce partie qui pourrait être composée d'une triptyque Union africaine, MONUSCO et pourquoi pas conférence internationale sur la région des Grands Lacs, accompagnée notamment de la RDC ainsi que des représentants de l'Ouganda et du Rwanda, vérifier de l'effectivité de ce cessez-le-feu qui permettrait l'ouverture de ce couloir humanitaire. Enfin, une dernière petite chose, car je pense que c'est probablement le fait générateur de ce que nous connaissons dans la sous-région. Je pense que si dès 1999, dès juillet 1999, date à laquelle nous avons signé l'accord de cessation des hostilités de Lusaka, il était prévu, comme cela avait été prévu d'abord, au départ, un dialogue politique interne, aussi bien au Rwanda qu'en Ouganda. Nous aurions fait, à mon sens, l'économie de tragédies humaines aux conséquences incalculables. Mais c'est, disons, c'est aussi l'économie de la déclaration du responsable des experts des Nations Unies, mais apparemment vous entendez comment le Rwanda est en train de battre cet homme-là en brèche. Mais je reviendrai quand même au niveau de la gestion de la crise ou même des choses au niveau de Kinshasa. D'ailleurs, James Kabarebe, il le dit, pour réagir au retrait des soldats rwandais, on a eu pratiquement deux visions différentes au niveau du gouvernement congolais. Le ministre d'information qui estime que il apprenait, ce n'était pas, il n'était pas au courant. Le ministre de la Défense qui dit, bon, de toute façon, cette présence-là n'avait plus aucun sens. Est-ce que vous ne pensez pas que même si vous décriez James Kabarebe, quelque part qu'il ait raison, par exemple, dans un point où il relève que parfois le Congo se retrouvait avec deux délégations et chaque délégation avait son point de vue? C'est-à-dire qu'il faut reconnaître dans la diaspora, sur cette question, il y a un trouble réel. Parce qu'effectivement, regardez un peu, il y a quelque temps, nous savons que le M23 se met en position et se trouve du côté des retours. Nous savons qu'à ce moment-là, notre armée est en principe en contact frontal avec le M23. Et aujourd'hui, nous apprenons que nos soldats étaient en réalité à côté, dans la même unité que des soldats rwandais. Cela pose un réel problème pour nous qui pensons à cette chose sur l'efficacité des opérations que nous sommes en train de mener. Ça, c'est une chose. Revenons sur Kampala. Kampala est au cœur du dispositif et peut-être de la solution qui pourrait arriver. Je n'y crois pas beaucoup, parce que je pense que s'il y a une solution, c'est à Kinshasa qu'on devrait l'imaginer. Mais soit, restons là-dessus. Nous sommes à Kampala. À Kampala, qu'est-ce que nous faisons? Nous refusons mordicus la présence du Rwanda dans le dispositif militaire qui serait là. Et aujourd'hui, dans la diaspora, on apprend qu'il y avait déjà des militaires rwandais au Congo. Les Rwandais sont déjà au Congo. Et donc, nous comprenons à ce moment-là que c'est normal que le Rwanda n'ait pas trop insisté sur cette partie-là. Le Rwanda a plutôt insisté sur ce qu'il ne souhaiterait pas voir là, c'est-à-dire les Angolais et d'autres, ainsi de suite, qu'il ne contrôle pas. Mais cela voudrait dire que nous comprenons un certain nombre de choses. Cela voudrait dire que nous sommes dans nous ne comprenons pas. Qui devient absolument... Oui, et c'est ça malheureusement la diaspora. Et là je parle en tant que quelqu'un de la diaspora. Il y a un certain nombre... Et quand M. Kamad nous dit là-dedans qu'il est peut-être temps
qu'on commence à clarifier un certain nombre de choses pour avoir des orientations. Et c'est autour de ces orientations que la population congolaise, notamment la diaspora, qui est très critique et très informée sur un certain nombre de choses, pourrait avancer. Et c'est comme cela aussi qu'on pourrait imaginer ce que disait Madame Tiende, que à côté de ça, la réalité au quotidien, c'est en réalité des milliers de personnes qui sont sur la route, qui sont en dehors. Et nous devons, nous, dans la diaspora, nous ne sommes pas que politiques, nous ne sommes pas qu'en train de poser des actions de type politique pour contester ceci ou cela. Mais il suffit de regarder les actions humanitaires que nous menons. Il suffit de regarder les actions économiques que nous menons avec ou à travers nos familles. Mais pour cela, nous devons avoir un ensemble d'informations. Et aujourd'hui, quand je dis que nous sommes troublés, c'est le moins que je puisse dire. C'est-à-dire que nous devons complètement repenser l'ensemble des choses. Mais aussi en même temps, nous nous disons, mais notre diplomatie, vous imaginez simplement, nous sommes censés être en guerre avec le Rwanda. Jamais je n'ai entendu personnellement parler du fait que à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères, je ne parle même pas de la présidence, a appelé l'ambassadeur du Rwanda pour lui poser certaines questions. Je n'ai jamais entendu à Kinshasa pouvoir dire, c'est je crois Maître Koulou qui est à Kigali, de revenir en consultation, non pas de le rappeler, mais simplement de revenir en consultation. Et pourtant, nous sommes en guerre. Et pourtant, nous sommes mobilisés tous pour aller nous lever tous d'un seul pied pour aller vers le Rwanda. Aujourd'hui, nous sommes en train de recruter des jeunes gens pour les envoyer vers le front. Et nous commençons à nous demander où se trouve le front. Est-ce que le front se trouve à la frontière avec le Rwanda ou le front se trouve en réalité à Rutshuru? Et que là, ça sera d'abord, il faut commencer par faire la part des choses entre les soldats rwandais et ceux de FADRC. Et avec ça, nous regardons ce qui se passe. Nos responsables religieux vont se promener et faire un trip à New York. Toutes ces choses sont vraiment très compliquées. Nous sommes dans un méli-mélo absolument incroyable. Et je crois qu'il faut revenir vers le fondement des choses. Et le fondement, c'est simplement un État, le Congo, qui a un objectif, qui se donne un avenir. Et sur cette base-là, nous nous donnons des moyens et la stratégie pour gérer nos problèmes. Comme on dit, ce qui se passe dans le Kivu, il n'y aura personne qui viendra le résoudre. S'il y a des gens qui doivent mourir pour le Kivu, ça sera nous. Malheureusement, nous sommes déjà en train de mourir, ceux qui sont sur le terrain, mais il faudra que d'autres qui sont en dehors de ça, c'est-à-dire que nous qui sommes du Bas-Congo, du Kasaï, ainsi de suite, que nous puissions faire mouvement. Le jour où nous ferons mouvement, c'est peut-être seulement à ce moment-là que ça changera. Mais ce n'est pas par le type de recrutement que nous sommes en train de faire maintenant, parce que refaire une armée à la va-vite de cette manière-là, c'est une autre question, et je crois que ce n'est pas nécessairement pour moi la bonne méthode. Ça le mérite au moins d'être clair. Alors, deux petites questions avant de terminer cette émission, parce que le temps aussi est en train de courir. Madame Tiembe, juste ici dans ces entrefaites, nous avons appris que la Cour pénale internationale a demandé à la République démocratique du Congo d'arrêter les responsables des FDLR. Est-ce que ce n'est pas une façon de mettre tout le monde au même pied d'égalité pour dire, écoutez, vous parlez du M23, mais vous avez aussi des FDLR chez vous? Vous savez, cette question, pour continuer dans la logique de notre ami Pambou, c'est qu'il y a une confusion qui est savamment entretenue tant par la partie congolaise que par la communauté internationale aussi. Tout à l'heure, lorsque je disais qu'il y a certains partenaires du Congo qui ont notamment levé des sanctions à l'encontre du Rwanda, par la suite, nous voyons aujourd'hui la CPI qui peinait encore jusqu'à l'année dernière à pouvoir maintenir M. Ignace Munyarachaka à la CPI. Aujourd'hui, on refait encore un appel, moi je pourrais dire un appel du pied. Et aucune demande même pour arrêter Bosco Ntaganda, c'est quand même tout en sachant, et je le rappelle encore, tout en sachant que lorsque Thomas Lubanga a été condamné, avec consorts dont Bosco Ntaganda et Sultani Makenga. Donc voilà, nous avons aujourd'hui un problème, il y a une cacophonie. Une cacophonie, comme je le redis, savamment orchestrée, parce que la CPI demande aujourd'hui qu'on puisse se saisir d'un FDLR, donc ça appuierait la thèse rwandaise. Voilà, c'est pourquoi lorsque monsieur Pambou dit exactement qu'est-ce qui se passe
nous aussi, en tant que société civile, on se demande qu'est-ce qui se passe au niveau international dans cet échiquier des Grands Lacs entre le Rwanda, le Burundi et la RDC. Parce que d'un côté, on demande des sanctions, de l'autre, on fait des auditions, de l'autre, on laisse dans la nature Bosco Ntaganda, Sultani Makenga, et puis de l'autre, on demande, on est en train de lever des mandats d'arrêt. Donc voilà, ça y perdre son latin en tant que société civile. Nous demandons exactement quel plaidoyer faire, vers qui faire ce plaidoyer pour une paix et une justice totale en RDC. En tant que politique également, vers qui, avec qui tenir langue sur la question de la souveraineté et l'intégrité physique et morale des populations de la RDC. Voilà un peu l'imbroglio que tout cela évoque pour nous, à ces différents chefs, tant société civile que politique, que acteurs tout simplement, et membres de la diaspora. Nous sommes vraiment dans une confusion totale. Et les seuls qui peuvent pouvoir nous sortir de cette confusion, c'est ceux qui sont aujourd'hui élus à la tête de l'État congolais. Il faudrait que nous puissions être éclairés concrètement. Qu'est-ce que la RDC veut pour ces populations et pour l'intégrité de ces populations? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser des gens en maraude au nord, au sud Kivu. On ne peut pas laisser des gens en maraude aux frontières, notamment ougandaises, rwandaises et burundaises. On ne peut pas laisser la situation politique s'enliser à tel point que nous avons énormément de délégations qui se constituent pour aller tenir langue, mais à quel sujet? Donc c'est un peu tout ça, où vous voyez que autant nous-mêmes, en tant que nous avons énormément de questionnements par rapport à ça. Voilà, pour terminer justement cette partie, peut-être aussi l'émission, je vais avoir le point de vue de mon expert par rapport à toutes ces questions, notamment la demande de la CPI, retrait des troupes rwandaises et ainsi de suite, mais un autre fait divers, enfin je ne sais pas s'il faut utiliser le terme fait divers, c'est que le gouverneur de la province du Kasaï oriental, un peu comme à la manière de la CPI, offre 20 000 $ à qui arrêterait un autre fugitif en la personne d'un certain colonel ou général-major Chibangu. Je ne sais pas quel lien faites-vous entre ça et la demande de la CPI. Si j'étais cynique, j'aurais posé la question de savoir combien pour Sultani Makenga. Je me serais posé la question. Mais plus sérieusement, je pense qu'il s'agit là d'une... vous posez aussi combien pour Nkunda, combien pour... Tout à fait, mais bien entendu. Mais je prends celui que j'ai sous la main, puisque c'est celui qui visiblement est à la tête des éléments militaires du M23. Écoutez, je ne pense pas que les FARDC soient à ce point si faibles qu'il faille compenser cette faiblesse par une récompense offerte à qui livrerait M. Chibangu. Je pense qu'il faut, encore une fois, rester sérieux dans une affaire sérieuse qui nécessite de la part des autorités congolaises une prise en compte rationnelle de la réalité. Car jusque-là, nous sommes dans le déni. Et ce déni-là occasionne la confusion. Et je vais vous dire plus sérieusement et plus simplement. Aujourd'hui, le sommet de l'État, le chef de l'État, gagnerait en crédit s'il montait personnellement au créneau et donnait le sentiment d'être vraiment soucieux que la situation puisse être résolue rapidement. Je pense qu'en s'abritant derrière les ministres, ce qui n'est pas en soi mauvais, mais je pense qu'en temps de guerre, c'est au chef de l'État de prendre ses responsabilités. Je ne vous répondrai pas sur le fond par rapport à ce qu'a proposé le gouverneur du Kasaï oriental. C'est un personnage folklorique, disons les choses très simplement, mais qui a peut-être le sentiment d'être dans son rôle en demandant que le premier venu puisse se saisir de Chibangu. Mais très franchement, c'est une diversion. Je pense que cela ne masquera pas les faiblesses de l'armée, cela ne masquera pas le fait qu'il y ait des problèmes insolubles qui malheureusement incitent certains éléments à contrôler à prendre ce genre d'initiative. Mais au final, je pense que nous devons revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est de très rapidement trouver une issue à cette crise, c'est de mener une campagne de discrédit contre le Rwanda, parce que ce pays espère entrer au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent pour 2 ans. Donc ça veut dire essayer de faire oublier, ou en tout cas éluder sa responsabilité dans un certain nombre de drames qui se jouent en RDC, et surtout
que la confusion qui règne actuellement sur toute une série de sujets périphériques, mais qui sont directement liés à ce qui se passe à l'Est, puisse très franchement être résolue avec rationalité et sérieux. Voilà, c'est donc par ces mots que nous mettons un terme à cette 3e édition de questions-réponses, votre magazine de débat et d'échange sur les enjeux politiques, économiques et sociaux en République démocratique du Congo ou de la République démocratique du Congo, selon. Eh bien, merci à Madame Mali Piembe, je répète, candidat aux élections communales ici en Belgique, les Congolais de la diaspora, vous suivez également l'émission sur Internet, vous êtes donc avertis. Merci à Monsieur Pambou Kitapambo, candidat également, donc moi je ne fais pas la propagande, mais je vous l'apprends simplement, donc vous suivez également sur Internet, vous êtes donc avertis. Merci à Henri Kamandezouzi, mon expert. Moi, c'est Fabian Varkouswanika. Je vous retrouve donc lors de la 4e édition de votre magazine. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit, est dit. Je répète, les propos tenus ici n'engagent que leurs auteurs. Merci. Au revoir.